Il y a des joueurs que tout le monde connaît avant même d'avoir joué leur premier match pro. Et puis, il y a ce gamin de 19 ans qui vient de faire quelque chose que personne n'avait réussi à faire depuis 1970 dans la conférence universitaire la plus compétitive des États-Unis. Il a une chaussure signature avant d'avoir joué une minute en NBA. Allen Iverson dit que c'est le prochain de lui. Sauf que la moitié des franchises NBA ne veulent pas le drafter en top 3. Alors soit tout le monde s'emballe sur un joueur qui ne mérite pas la hype, soit il y a quelque chose dans son jeu que personne ne t'a vraiment expliqué. Ou peut-être les deux. Voici pourquoi la NCAA a peur de Darius Aikeuf Jr. Culture. Notre histoire commence à Détroit, et il faut que je te plante le décor. Parce que pour comprendre Darius Aikeuf Jr., faut d'abord comprendre d'où il vient. Et Détroit, c'est pas juste une ville américaine parmi d'autres. Dans les années 50, Détroit c'est la ville la plus riche des États-Unis. Ford, General Motors, Chrysler, les trois plus grands constructeurs automobiles de la planète sont là, dans la même ville. Les usines tournent 24 heures sur 24. Les ouvriers sont bien payés. À son pic, Détroit dépasse même 1,8 million d'habitants, quatrième ville du pays. Sauf que ce qui se passe ensuite, c'est l'une des chutes les plus documentées de l'histoire américaine. Les constructeurs commencent à produire ailleurs, là où la main-d'œuvre coûte moins cher. D'abord dans d'autres États, puis au Mexique, ensuite en Asie, les usines vont fermer les unes après les autres. Les gens perdent complètement leur travail. Ceux qui peuvent partir vont tout simplement partir. Entre 1950 et 2010, Détroit perd 1 million d'habitants, des rues entières de maisons abandonnées, si bien qu'on l'appelle aujourd'hui un peu la ville fantôme. C'est tellement horrible qu'en 2013, la ville dépose le bilan. 18 milliards de dettes, la plus grosse faillite municipale de l'histoire américaine. Et c'est ça le contexte dans lequel Darius Aikeuf Jr. naît le 16 novembre 2006. Et dans cette ville-là, la famille Aikeuf, c'est pas une famille lambda. Son père, Darius Aikeuf Sr., a grandi à Detroit Pershing, une école qui a produit Steve Smith, Kevin Willis et d'autres joueurs NBA. Il a été considéré comme l'un des meilleurs meneurs de la ville dans les années 90. Il joue ensuite en collège à Eastern Kentucky, et pour te dire, sa mère joue aussi. Bref, comme Darius le dit lui-même, ça remonte bien avant moi. Et en fait, ce que ça crée concrètement, c'est que Darius commence à s'entraîner à 3 ans. À 7 ans, il joue dans des équipes de 12 ans. Darius n'a donc jamais dû apprendre ce qu'est la compétition à haute intensité. Très tôt, il y a été confronté. Il a grandi en voyant son père et son oncle, il les a vus perdre des matchs, en parler, recommencer sans en faire une catastrophe. Résultat, il a appris à gérer la pression très vite. Mais bon, c'est pas qu'une question de pression, parce que tu vas voir que le gamin, c'était un monstre. En 6ème, il gagne les National AAU. Son père l'entraîne tous les jours dans une salle avec 25 à 30 gamins du quartier. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste qu'il est bon, c'est comment son père l'a préparé à gagner. Depuis la 4ème, Darius Sr. lui fait regarder du film. De vrais films de meneurs. Chris Paul, Allen Iverson, Stephen Marbury. Et en fait, c'est ça qui explique ce qu'on verra plus tard chez Aikeuf à l'université. Cette sérénité, cette façon de pas paniquer dans les matchs serrés. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas inné. C'est 10 ans de travail structuré dans une salle de Détroit. Et au fond, c'est souvent comme ça que les parcours se construisent. Il y a besoin de talent, mais pas que. On construit sur le talent. Il y a surtout besoin des bonnes personnes autour de toi pour t'encadrer. Et aujourd'hui, c'est aussi exactement ce que j'essaie humblement d'apporter à certains joueurs sur la partie visibilité. Soit en produisant directement leur contenu, avec l'expérience que j'ai acquise en développant mon média basket, soit en les accompagnant plus stratégiquement selon leur profil. J'ai aussi autour de moi des monteurs, graphistes et d'autres ressources que je peux mobiliser si le projet le demande. Et pour ceux qui ont le temps d'apprendre à faire leurs vidéos eux-mêmes, je propose aussi du coaching. Si ça t'intéresse, tu peux postuler gratuitement et si ton profil m'intéresse, je reviendrai vers toi. T'as le lien en description et en commentaire épinglé. Mais pour Darius, c'est surtout le lycée qui va le faire exploser. Alors au lycée, Darius entre à Case Technical High School. En freshman, il est déjà mentionné dans les All-State AP du Michigan. Mention honorable. Mais à ce moment-là, il est freshman, et il joue déjà en varsity. En sophomore, il tourne à 21,4 points et 5,7 passes par match et mène Cass-Tech au titre d'état. Premier sophomore à le faire depuis Chris Webber. Après ça, il est nommé Max Prep Michigan Player of the Year et All-America Sophomore. Il a 16 ans, il a déjà 17 offres universitaires. Michigan, Nebraska, Kentucky l'ont approché alors qu'il était encore à Détroit. Sauf que son père prend une décision qui peut paraître surprenante. Il le sort de Détroit. Et je te rassure, c'est pas du tout parce que ça se passe mal. Justement, c'est parce que ça se passe trop bien. D'après son père, le Michigan est censé être une mecque du basket. Mais lui, il a vu, en étant réaliste, que son niveau stagnait. Donc il a décidé de l'emmener là où on allait vraiment le pousser encore plus. La famille le transfère donc à IMG Academy à Bradenton en Floride. Bon, si t'as regardé plusieurs de mes vidéos, tu sais forcément c'est quoi. Mais pour ceux qui savent pas, IMG, c'est là où les meilleurs lycéens du pays se retrouvent pour préparer le niveau suivant. Pour exemple, Zion Williamson, Ben Simmons s'y sont passés. C'est une autre planète par rapport à une école publique de Détroit. Et Darius, qui vient de gagner un titre d'état, qui aurait pu se reposer sur ça 2 ans, il repart dans un nouvel environnement, loin de sa famille, à 16 ans.
En junior chez les Ascenders, il tourne à 20,4 points et 5,5 passes. Bilan de 20 victoires pour 9 défaites. 6e au classement national Max Prep. En senior, 25 points et 5 passes. Et il mène le scoring du NIBC, la ligue la plus compétitive du lycée américain. Les 2 saisons. À la sortie du lycée, McDonald's All-American, Allen Iverson National Player of the Year, finaliste Naismith High School Player of the Year, Nike Hoop Summit avec Team USA, et le 25 juillet 2024, lors d'une cérémonie à Highland Hills dans le Michigan, streamée en direct sur YouTube, Darius Aikoff Jr. annonce son engagement à Arkansas. Mais attends, il avait les meilleures universités qui se battaient pour lui. Pourquoi Arkansas? C'est pas qu'Arkansas c'est nul, mais on va pas se mentir que face au plus grand programme, ça vend pas non plus du rêve. Eh bien, la réponse est simple. Darius, depuis la 6e, a toujours voulu jouer pour Coach Cal. Coach Cal, si tu sais pas, c'est Calipari, et vient de quitter Kentucky pour Arkansas. Un programme moins historique et surtout moins médiatisé. Final 15 seconds. Anderson sets. Williams to tie at 3. Yeah! Beaucoup de gens autour d'Aikoff se demandent si c'est le bon choix, mais Darius ne voit pas ça comme ça. Ce qu'il voit, c'est la liste des meneurs que Calipari a envoyés en NBA. Derrick Rose, John Wall, De'Aaron Fox, Tyreke Evans, Tyrese Maxey, Shai Gilgeous-Alexander. Donc bon, on va pas se mentir, ça envoie du lourd. Alors il débarque à Fayetteville en freshman à 18 ans. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est: est-ce qu'il va avoir la même courbe d'apprentissage que les autres recrues? Est-ce que la SEC va lui donner une leçon d'humilité les premières semaines? La réponse va arriver dès le 2e match de la saison. 22 points contre North Carolina. Ensuite, ça va plus s'arrêter. En janvier, il bat le record sec de Freshman of the Week en le remportant 5 semaines consécutives. Contre South Carolina, il compile 18 points et 13 passes pour 0 perte de balle. Contre Texas, 28 points et 13 passes. Premier joueur de l'histoire d'Arkansas à dépasser 25 points et 10 passes décisives dans le même match. En février, le match contre Alabama. Il joue les 50 minutes du double overtime, mais le 3 points qui envoie le match en prolongation termine à 49 points. Il rejoint Kobe Bryant comme les 2 seuls joueurs en 30 ans avec 45 points, 5 rebonds, 5 passes et une seule perte de balle sur un match complet. Pour mettre les stats en perspective, Derrick Rose à Memphis en 2007-2008 tournait à 14,9 points et 4,7 passes. John Wall à Kentucky en 2009-2010 à 16,6 points et 6,5 passes. Aikoff finit sa saison à 23,5 points et 6,4 passes, avec 48,6% au tir et 44,5% à 3 points. Statistiquement, il fait mieux un freshman que n'importe quel meneur que Calipari a eu avant lui. À la fin de la saison régulière, SEC Player of the Year, SEC Freshman of the Year, IP First Team All-American, seulement le 2e joueur de l'histoire d'Arkansas à recevoir cet honneur. Et en avril, le Bob Cousy Award, le meilleur meneur universitaire du pays. Premier freshman à le recevoir. Premier joueur d'Arkansas tout court. Ce joueur est tout simplement un monstre. Mais tu le connaissais pas. 80% des gens du sondage de cette vidéo ne connaissaient pas Darius Aikoff avant de cliquer sur cette vidéo. 10% vite fait et seulement 10% oui sur plus de 500 votes. On parle d'un joueur qui fait mieux que Derrick Rose et John Wall à l'université. Pourquoi n'est-il pas reconnu? Eh bien la réponse est super simple. Cette année, 3 noms ont aspiré toute l'attention dès le mois de novembre. AJ Dillonsa, Cameron Boozer et Darren Peterson. Ces 3-là sont partout. ESPN, les mock drafts, les débats sur les réseaux, ils sont les têtes d'affiche de ce qui est probablement la meilleure promo de la décennie. Et Aikoff dans tout ça, il arrive dans la conversation plus tard, après une saison régulière discrète médiatiquement, dans un programme Arkansas que personne regardait vraiment au départ. Sauf que quand on commence à vraiment regarder ce qu'il fait, on comprend vite que discret c'est le mauvais mot. C'est le premier joueur depuis Pete Maravich en 1969-70 à mener la SEC à la fois en points et en passes. La SEC, c'est la conférence la plus compétitive du basket universitaire américain, mais c'est également le seul joueur dans toute la NCAA cette saison à tourner à plus de 20 points et plus de 6 passes. Et en March Madness, 88 points sur ses 3 matchs de tournoi, record pour un joueur SEC dans ses 3 premières apparitions NCAA. Et côté business, Reebok ne s'y est pas trompé. En mai 2025, avant même son premier match universitaire, il lui signe un deal nil. Et en mars 2026, en plein March Madness, ils annoncent quelque chose qui n'avait jamais été fait pour un homme. Aikoff aura sa propre chaussure signature dès son premier match en NBA, la Aikoff One. Et celui qui valide tout ça publiquement, c'est Allen Iverson. Stephen A. Smith, qui a couvert Iverson pendant toute sa carrière NBA, dit qu'Aikoff lui rappelle directement Allen Iverson. L'agressivité pour aller au cercle, la capacité à faire ce qu'il faut faire dans les moments qui comptent.
Donc d'un côté, t'as des chiffres historiques, de l'autre, t'as Reebok qui mise sur lui avant la draft, Iverson qui dit que c'est le prochain lui, et les scouts NBA qui le font monter dans les mock drafts semaine après semaine. Et pourtant, il n'est pas top 3. En termes de stats simples, il dépasse largement Darren Peterson. Et il est en bonne santé. Sauf qu'il y a un problème. Un problème dans son jeu. Un seul. Mais il est tellement profond que ça change tout. Darius Acuff Jr. ne défend pas. Et quand je dis il ne défend pas, c'est pas il est perfectible défensivement, ou il a encore des progrès à faire, c'est vraiment il défend pas. Pendant la March Madness, le match contre High Point, une équipe de milieu de tableau, leur meneur Rob Martin lui passe dessus à répétition. Et pour rappel, Martin il fait 1m78, 77 kg, Acuff il fait 1m90, 86 kg, et Martin prend le couloir comme si Acuff n'était pas là. CBS Sport a épluché les images et c'est direct. Acuff prend le chemin le plus long autour des deux écrans qu'il ne touche même pas et se retrouve à traîner derrière pendant que Martin se glisse tranquillement au cercle. Il se bat même pas pour rester dans le jeu. Ce qui inquiète les scouts encore plus que la taille, c'est l'envie. Loin du ballon, il disparaît. La navigation dans les écrans, c'est une catastrophe. Le 1-2 n'est tout simplement pas là. Un exécutif NBA de la conférence Ouest l'a dit, il n'y a jamais eu de pire moment pour construire autour d'un meneur mauvais défensivement. Et il a cité Trae Young comme exemple. Aucune équipe qui veut gagner ne veut assumer les dégâts défensifs d'un meneur de 1m85 ou 90, incapable de défendre sur qui que ce soit. C'est le spectre qui plane sur Acuff, et ça se voit dans les mock drafts. Certains analystes le projettent top 3, d'autres aussi bas que pick 8, pour le même joueur et la même saison. Ceux qui misent sur l'offense d'abord disent que ses stats sont si bonnes qu'elles compenseront. Ceux qui regardent les deux côtés du terrain disent que la NBA d'aujourd'hui ne tolère plus les meneurs à sens unique. Peu importe à quel point ils scorent. Et ouais, parce que la NBA ne valorise plus ce type de joueur à sens unique comme visage de franchise. Trae Young a été tradé sous sa valeur. Cam Thomas viré par les Bucks malgré ses 20 points de moyenne. Jordan Poole 2 fois 20 points sur une saison. Même si c'est très gentil même de le dire comme ça, mais il est pas super bon aujourd'hui. Il score tellement que ça compense et révolue. Et moi qui est fan de défense, c'est pas plus mal. Sauf qu'il y a encore des exceptions. Jalen Brunson fait 1m88 et ses métriques défensives sont négatives chaque saison. Les chiffres le classent clairement comme un défenseur en dessous de la moyenne. Et pourtant, il est l'une des superstars les plus respectées de la ligue. Pourquoi ? Parce que New York a construit autour de lui des ailes longues et des défenseurs qui absorbent les dégâts. Et parce que Brunson compense différemment. En dessinant les charges, en forçant les fautes offensives, Curry, Mitchell, Maxey, ces gars-là ont prouvé qu'un meneur undersize peut dominer en NBA. Même si je trouve qu'on sous-estime énormément la défense de Curry. La vraie question pour Acuff, c'est pas peut-il défendre ? Les scouts s'accordent à dire qu'il a physiquement ce qu'il faut. La question c'est, est-ce qu'il va décider de le faire ? Et surtout, quand ? Tu as compris, ce que les franchises NBA doivent se demander avec Acuff, c'est pas est-ce qu'il est bon ? Bien sûr qu'il est bon. Mais est-ce qu'on est l'équipe qui peut le mettre dans des bonnes conditions ? Les scouts s'accordent sur une chose. Pour qu'Acuff fonctionne, il faut impérativement 2 éléments autour de lui. 1 ou 2 grands défenseurs capables de protéger le cercle. Parce que ces ratés défensifs vont créer des situations de 1 contre 1 faciles pour les adversaires. Et il faut quelqu'un derrière lui pour un peu nettoyer ça. Et un deuxième créateur offensif à côté de lui, pour qu'il ne soit pas l'unique générateur de jeu sous pression. Dallas correspond bien à ça sur le papier. Cooper Flagg comme deuxième star et Kyrie Irving qui a manqué toute la saison 2025-2026 sur blessure mais revient en 2026-2027 comme mentor pour apprendre à gérer les systèmes offensifs NBA. Acuff ne serait pas THE guy tout de suite, il aurait le temps de grandir et les Mavs ont l'ossature pour compenser ses lacunes. Utah aussi est cité, Jaren Jackson Jr. et Walker Kessler comme protection défensive. Les deux ont terminé la saison blessés, mais ils reviennent. Le Jazz est en complète reconstruction. Vu leur bilan, on peut bien appeler ça une reconstruction. Le risque est calculé, et ils ont potentiellement la structure défensive pour absorber ce qu'Acuff ne fait pas. Miami soulève des questions différentes. Ils ont une culture défensive exigeante. Pat Riley ne plaisante pas avec ça depuis 30 ans. Acuff pourrait être forcé à défendre d'une façon qu'il n'a jamais vraiment faite. Ça peut le transformer, ou ça peut créer un conflit permanent entre son instinct offensif et les exigences du staff. Et les franchises qui pourraient vraiment le mettre en difficulté, c'est celles qui ont besoin d'un leader immédiat, sans protection défensive autour de lui, et qui vont lui mettre la pression de sauver une équipe dès sa première saison. Sacramento par exemple a les yeux sur lui, mais sans la bonne structure défensive et avec une fanbase qui attend des résultats immédiats, c'est exactement le scénario Trae Young version 2.0 que tout le monde veut éviter. Au final, Darius Acuff Jr. c'est un pari, un gros pari, mais c'est le genre de pari que la NBA adore, parce que si ça marche, si l'envie de défendre arrive avec la maturité, et si la franchise qu'il draft construit intelligemment autour de lui, alors on parle d'un meneur qui peut dominer une ligue pendant 10 ans. Et si ça marche pas, on aura un scoreur spectaculaire qui gagnera jamais le titre que son talent méritait. Détroit lui a appris à être dur, Calipari lui a donné la plateforme, Reebok et Iverson ont misé sur lui avant tout le monde.
La suite, c'est à la NBA de décider, et à Darius Saric Jr. de prouver qu'ils ont eu raison. Dis-moi en commentaire ton avis, vu que vous êtes 80% à pas le connaître, vous êtes pas du tout biaisé, et si toi, ton fils ou ta fille est basketteur et que vous voulez construire une vraie visibilité autour de votre parcours, le formulaire est toujours ouvert en description. Que ce soit pour un accompagnement, un coaching ou une prise en charge plus complète du contenu, vous pouvez postuler. Je regarderai les profils les plus sérieux. Je suis de retour du Japon, donc je vais bombarder les vidéos pendant les playoffs, donc fais gaffe à être abonné, et je recrute des monteurs, donc t'as un deuxième formulaire en description et en commentaire épinglé. Et clique sur cette vidéo si tu veux voir le mensonge autour de Darren Peterson.